Bonjour à tous et bienvenue pour ce carnet de notes d'octobre. Une vidéo qui sera plus longue puisque j'ai rassemblé tous les résultats en une seule vidéo. C'est vrai que le Belgian Circuit est terminé, que les résultats en wheelchair ont été vraiment trop peu nombreux pour que j'en fasse un podium. Donc voilà, j'ai pu rassembler tout en une seule vidéo et je commence tout de suite avec le podium ATP. Et je commence tout de suite avec un gros coup de chapeau à notre Steve Darcy. Blessé durant l'hiver, il a eu des résultats plutôt en dents de scie au printemps et vraiment catastrophiques durant l'été. En effet, entre son premier tour remporté à Wimbledon le 1er juillet et celui au Challenger d'Orléans, là c'était fin septembre, il n'a disputé que 5 matchs et n'a pas remporté le moindre set. À 35 ans, il a tiré les conclusions de ce nouveau revers, de ce nouveau coup dur dans sa tentative de retrouver le top 100 et il a annoncé qu'il prendrait sa retraite au lendemain de l'Open d'Australie. Pour autant, il n'a pas du tout l'intention de se servir de ses dernières apparitions comme d'une tournée d'adieu et avec la hargne qu'on lui connaît, il a vraiment encore l'intention de gagner pas mal de matchs. Alors s'il n'a pas vraiment fait illusion au premier tour d'Anvers face à Gilles Simon, il s'est montré nettement plus consistant lors du Challenger d'Hambourg où il a passé le premier tour et où il a même failli battre Victor Troicki au deuxième. Mais c'est à Eckenthal qu'il a réalisé son meilleur baroud puisqu'il a atteint la finale en battant notamment la première tête de série du tournoi. C'était une très belle manière en tout cas de préparer sa dernière échéance de la saison qui est le truc à Madrid là qu'on continue à appeler Coupe Davis. Et quoi qu'il advienne lors de ses derniers tournois en Australie, bien Steve a de toute façon réussi sa sortie. Franchement, qui aurait pu prédire au mois de mai que David Goffin serait encore en course pour le Masters jusqu'au dernier tournoi de la saison? Sans doute pas grand monde. Et avec sa demi-finale au ATP 500 de Tokyo, suivi d'un bon huitième de finale encore à Shanghai, battu respectivement par Djokovic et Federer tout de même, il pouvait vraiment commencer à sentir les effluves de la Tamise. Malheureusement, sa tournée européenne a vraiment été trop faible, avec une seule rencontre remportée sur 4. Ça démarrait d'ailleurs mal à Anvers, avec une défaite d'entrée face au jeune français Humbert, mais c'était surtout lors des 2 derniers tournois qu'il pouvait prendre beaucoup de points. Après un bon succès sur Silic à Bâle, il a été stoppé par le bombardier Opelka, dont le service a vraiment fait beaucoup de dégâts sur la surface rapide suisse. David s'est quand même bien battu, mais il a finalement offert le match sur la première balle de break à laquelle il a dû faire face, et c'était seulement à son 18e jeu de service. Et sa défaite d'entrée à Paris face à Dimitrov, qui est sa bête noire, 8 défaites en 9 confrontations, a définitivement scellé ses espoirs. Dommage vraiment ce tirage difficile, car le Bulgare a ensuite poursuivi sa route jusqu'en demi-finale, une place qui aurait suffi à David pour se qualifier pour le Masters. Ruben Bemmelmans a bien débuté le mois et confirme ainsi son retour à un meilleur niveau. À Nur-Sultan, il a disputé les premières demi-finales en Challenger de sa saison, après une très belle victoire sur le Russe Donskoy. Battu d'entrée à Anvers, il est vraiment pas passé loin de battre la deuxième tête de série au deuxième tour du Challenger d'Hambourg. Et à Eckenthal, où il devait défendre une finale, il a échoué au même stade, également en 3-7. 3 défaites en autant de rencontres pour Kimmer Coppejans en ce mois d'octobre, c'est un bilan assez faible. Mais bon, la seule vraie déception, c'est sa défaite d'entrée lors du Challenger de Barcelone sur sa surface favorite, à terre battue. Ensuite, il n'a vraiment pas grand chose à se reprocher à Anvers, où il a eu la malchance de tomber d'entrée face à Andy Murray, qui était sur la route de son premier succès depuis son retour. Et en qualif à Bâle, il n'a pas non plus été gâté par le tirage, puisqu'il a été contraint d'affronter la première tête de série de ce tableau préliminaire, le Norvégien Casper Ruud. Dans le top 10 belge, David Goffin termine donc la saison à une très belle 11e place. Classé 22e au début de l'année, il ne peut être que satisfait de cette très belle saison. Steve Darcy reprend la 2e place nationale, sans doute pour pas très longtemps, vous le voyez, il n'a qu'une seule place d'avance sur Kimmer. Ruben Bemmelmans, je vous l'ai dit, avait une finale en Challenger à défendre, donc il perd tout de même quelques places. Mais le grand gagnant du mois au classement, c'est Michael Geerts, et ça je vous en parlerai dans la page sur les futurs. Après un été difficile qu'il a vu sortir du top 100 pour la première fois depuis 2015, Kirsten Flipkens s'est bien reprise. Depuis son bon US Open, elle a multiplié les bons résultats et ce fut encore le cas en octobre. Pourtant, ça n'avait pas trop bien commencé puisqu'elle a perdu d'entrée en qualification du tournoi de Linz. Mais au tournoi première de Moscou, elle est sortie des qualifications et ne s'est pas arrêtée avant les quarts de finale. Sur son parcours, elle a battu la top 30 Yastremska
et a surtout tenu la dragée haute le temps d'un set en tout cas à Belinda Bencic qui est 10e mondiale. Pas encore assurée de sa qualification pour le tableau final de l'Open d'Australie, Kirsten a ensuite décidé de disputer encore quelques ITF. Elle termine donc son mois à Toronto pour un W60 où elle est première tête de série et où elle se hisse en finale. En ce début novembre, elle va encore disputer un W60 à Las Vegas et un WTA 125 à Houston, afin de s'assurer évidemment de terminer l'année dans le top 100. La fin de saison d'Elise Mertens aurait pu être meilleure tant on sent qu'elle a retrouvé son niveau de jeu depuis plusieurs mois déjà. Malheureusement, elle a rencontré des top joueuses un tout petit peu trop tôt dans les tournois qu'elle a disputés en octobre. À Pékin par exemple, après un bon succès sur Petra Martic, elle s'incline en 2-7 très serrés face à Bianca Andreescu, la lauréate de l'US Open. À Luxembourgville, elle passe encore le premier tour avant d'échouer en 3-7 face à Jelena Ostapenko. Lors du Masters Beast de Zhuhai, elle remporte de nouveau son premier match de poule, mais s'incline de justesse lors du deuxième face à sa partenaire de double Aryna Sabalenka, qui va remporter le tournoi 2 jours plus tard. Bon, elle n'a pas évidemment remporté les points qu'elle aurait voulu en cette fin de saison, mais je suis sûr qu'on va retrouver une Elise Mertens gonflée à bloc en 2020. Les autres résultats de nos joueuses du top sont un petit peu plus faibles, donc je vais plutôt dire un petit mot pour Kimberly Zimmerman. Alors je le répète inlassablement depuis plusieurs mois, Kim a vraiment traversé une longue crise de confiance. Rendez-vous compte que depuis le mois de juin, elle n'a remporté qu'un seul match et en a perdu 15, assez souvent, assez largement, et dans des tournois de plus en plus faibles au fil du temps. Ces derniers temps, c'est même en 25 000 $ qu'elle ne parvenait plus à remporter des matchs, y compris en ce début de mois d'octobre. C'est donc une superbe surprise de la voir rebondir lors d'un W60 à Saguenay au Canada. Elle y a remporté 2 matchs dans le grand tableau, notamment face à Tara Moore, une ancienne top 150, et elle est même passée assez près de la demi-finale puisqu'elle n'a perdu qu'en 3-7 face à Françoise Abanda qui est elle une ex-top 120. On croise donc vraiment les doigts pour que ce sursaut soit vraiment un renouveau pour Kim et que ça la relance pour 2020. Un tout petit mot encore pour Marie Benoît qui a réalisé quelques belles performances ce mois-ci en W25, mais ça je vous en parlerai dans le podium ETF. Mais elle a surtout franchi le premier tour lors de l'imprononçable tournoi de Tsekesfehervar, alors qu'elle sortait des qualifications. Et si j'en parle, c'est parce que c'est la toute première fois que Marie franchissait un tour dans un W100, ça méritait bien une petite mention. Dans le top 10 belge, on peut voir la très belle progression d'Elise Mertens qui revient dans le top 20, ainsi que celle de Kirsten Flipkens qui fait son retour dans le top 100. Les autres mouvements importants sont dus à des résultats dans des W25, ça je vous en parle dans quelques instants. Je vous en ai déjà touché un petit mot, mais le joueur belge le plus en forme de cet automne est peut-être Michael Geerts. En septembre, il s'était déjà fait remarquer en obtenant son meilleur résultat en challenger de sa carrière, même si ça n'était que un 3e tour. Il a prouvé en octobre que ça ne devait rien au hasard, en réalisant de très bons résultats dans 3 M25 disputés également aux États-Unis. Lors de la première semaine à Norman, il a battu les têtes de série numéro 3 et 2 pour se hisser en finale, où il ne s'est incliné qu'en 2-7 serrés face au favori du tournoi, le jeune et prometteur français Hugo Gaston. À Claremont la semaine suivante, il ne perdait qu'un set pour remporter son 5e titre futur, et le 2e à ce niveau. Et cette fois, il battait facilement en finale le numéro 1 du tableau, le Britannique Brody. Michael a ensuite doublé la mise à Waco, lors d'un parcours un petit peu plus chahuté, même s'il n'a pas eu à affronter de joueurs du top 500. Ce fut surtout le cas en finale, où il a dû sauver 5 balles de match face à l'Américain Rybakov. Avec 14 succès pour seulement une défaite, il est clairement notre joueur du mois. Un bon mois également pour Arnaud Bovy, qui a atteint à Tabarka une demi-finale, sa 4e depuis le début de sa carrière, et sa 3e pour cette première saison complète sur le circuit pro. Il a également atteint un bon quart de finale à Antalya, mais son meilleur moment du mois, et peut-être même de l'année, il l'a certainement connu entre les deux lors du tournoi ATP d'Anvers. Les organisateurs lui ont en effet octroyé une invitation pour les qualifications, et il a pu y croiser le fer avec Paolo Lorenzi, 118e mondial et surtout ancien 33e à l'ATP. Et malgré la conséquente différence de classement et d'expérience, Arnaud a livré une très belle bataille pour ne s'incliner que 6-4 au dernier set. Voilà assurément un match qui va lui apporter un bon paquet de confiance pour 2020. Une autre nouvelle qui fait énormément plaisir, c'est le retour de Julien Kenigna après 19 mois d'absence. Alors on le sait, Julien a déjà souffert de pas mal de blessures depuis le début de sa carrière, et il a déjà dû s'arrêter à plusieurs reprises, 2, 3 ou 4 mois, mais cet arrêt-ci, vu sa longueur,
a vraiment mis en péril la suite de sa carrière. Il a tout de même su trouver les ressources pour effectuer son retour lors de 15 000 $ à Antalya. Et ses résultats ont été plutôt corrects, avec 2 deuxièmes tours et surtout une demi-finale. Mais avant tout, il a joué sans douleur et ça c'est sans doute sa plus grosse victoire. Les résultats de Benjamin Do ont aussi été assez bons. À Tabarka, il a enchaîné un quart et une demi, ce qui fait de ce mois d'octobre son meilleur mois de l'année, même si on prend en compte sa défaite au premier tour à Burgas en début de mois. On ne peut pas vraiment en dire autant de Zizou Berks, qui lui aussi revenait à la compétition après sa blessure il y a 2 mois. Il a malheureusement perdu d'entrée lors des 2 M15 qu'il a disputés en Espagne. On espère que Zizou, comme Julien, retrouvera rapidement son meilleur niveau. Au classement ATP, si on regarde les mouvements dus à des résultats en futur, eh bien on voit la confirmation que Michael Geerts fait la très belle opération en obtenant son meilleur ranking avec une entrée dans le top 400. Belle progression également pour Arnaud Bovy et Simon Baupin. Et puis vous voyez le retour dans le classement de Julien Canina. Par contre, certains anciens cadors du circuit futur qui ont raccroché leur raquette subissent de lourdes pertes, voire sortent du classement. C'est le cas pour Germain Gigounon et Jonas Merckx. Chez les filles, c'est Marie Benoît qui a réalisé les meilleurs résultats en ITF du mois, même si on est assez loin des résultats de Michael Geerts. Marie a tout de même atteint une finale lors d'un W25, c'était à Riba en Espagne. Elle y a battu la 4e tête de série, la Roumaine Bara, qui était classée 190e mondiale à ce moment-là. Et c'est tout de même la 5e meilleure perf de la carrière de Marie. Il s'agissait également pour Marie de sa 4e finale dans un tournoi classé 25 000 $. La semaine suivante, elle s'est inclinée d'entrée à Séville, mais elle avait eu la malchance de tomber directement sur la favorite numéro 1, la néerlandaise Arantxa Rus. À 18 ans, Clara Vlaslar a réalisé, et de loin, son meilleur mois de sa toute jeune carrière. Elle a en effet disputé son premier quart de finale en ITF lors du tournoi de Pretoria en début de mois, avant d'enchaîner en fin de mois avec sa première demi-finale. C'était à Ortisei, un W15 italien, où elle avait dû passer par les qualifications. Et sur sa route, elle a réalisé la meilleure perf de sa carrière, en dominant la 514e mondiale, qui était par ailleurs la tête de série numéro 2. En fait, Clara n'avait jusqu'ici jamais battu une joueuse classée dans le top 1000 de la WTA, et elle en a battu 3 sur ces 2 tournois, donc vraiment un super mois qui demande confirmation. Chelsea Van Hout a réalisé des performances assez similaires à celles de Clara lors de 2 tournois disputés à Tabarka. Elle a en effet atteint les demi-finales du premier alors qu'elle sortait des qualifications, puis les quarts de finale du second, et comme Clara, elle a signé sa meilleure perf ce mois-ci en dominant la 585e mondiale. Elle confirme ainsi les très bons résultats de son mois de septembre où elle avait atteint la première finale de sa carrière. Une autre jeune joueuse, Victoria Kalaitzis, s'est mise en avant en octobre. Elle a disputé 2 quarts de finale consécutifs à Sharm el-Sheikh et a à chaque fois été battue seulement par la 2e tête de série. Elle n'a donc vraiment rien à se reprocher sur ces 2 tournois et ça méritait bien une petite mention. Au classement WTA, c'est Lara Salden qui fait la meilleure opération grâce à une finale qu'elle avait disputée en W25 à la toute fin du mois de septembre. Chelsea Van Hout réalise également une très belle opération grâce à ses résultats en Tunisie. Et vous le voyez, Clara Vlaslar fait son entrée dans le classement. C'est assez rare pour le souligner, mais nos 2 meilleurs joueurs de double du mois ont également atteint une première place dans un autre podium en simple. Et c'est Kirsten Flipkens, notre numéro 1 WTA, qui a réalisé les meilleures performances dans cette catégorie ce mois-ci. Kirsten a en effet atteint la finale à Moscou, sa 2e dans une catégorie première, aux côtés de Bethany Mattek-Sands. Cette cadre du double lui réussit vraiment bien puisque c'est déjà avec elle qu'elle avait atteint sa première finale à ce niveau, c'était à Eastbourne au mois de juin. Et c'est Marie Benoît, notre numéro 1 ITF, qui occupe la 2e place de ce podium. Marie a remporté à Séville le 6e tournoi ITF de sa carrière, le 4e déjà dans un W25, et elle s'est montrée très régulière puisque la semaine précédente à Riba, elle avait déjà atteint la finale où elle n'avait perdu qu'au super tie-break. Pourtant de l'autre côté du filet il y avait vraiment du beau monde, avec notamment Lara Arwa-Barrena et surtout Sarah Errani, ancienne numéro 1 de la discipline tout de même. Enfin, c'est Marina Zanevska qui complète ce podium. Elle n'a disputé qu'un seul tournoi de double, mais elle l'a remporté, c'était lors du W60 de Tchekesfehervar. Et déjà, je la déteste de m'obliger à prononcer ce mot une 2e fois. Blague à part, il s'agit tout de même de son 2e titre de l'année dans un 60 000 $. Notre duo star de l'ATP, composé de Sander Gillet et Joran Wiegen, termine la saison avec un mois un tout petit peu plus faible, avec 3 défaites d'entrée en 4 tournois.
Mais bon, ils ont eu l'immense honneur de disputer leur premier tournoi ATP 500 à Vienne, et puis surtout leur premier Masters 1000 à Paris. Il est clair qu'à ce niveau-là, les rencontres sont d'un autre calibre, et leurs défaites sont assez logiques, même s'ils ne sont pas passés du tout loin de la victoire. Et avant cela, à Anvers, ils ont encore atteint une demi-finale ATP, donc ça reste un assez bon mois. Par contre, l'année se termine sur une assez grosse déception en double pour Elise Mertens. Il lui restait 2 grosses échéances avec sa partenaire Aryna Sabalenka, à Pékin et au Masters. Mais dans la capitale chinoise, la paire numéro 1 au classement race a échoué d'entrée. Et au Masters, malgré une place de première tête de série, elles n'ont pas réussi à sortir des poules, remportant un match, mais perdant les 2 autres lors d'un super tie-break. J'ignore encore quelle sera la suite de la carrière d'Elise Mertens en double. Je vous rappelle qu'il y a un an, elle avait décidé d'arrêter, mais depuis lors, elle a changé d'avis et ce fut vraiment un bon choix puisqu'elle a tout de même remporté l'US Open. Au classement de double, il n'y a que peu de changements, hormis les belles montées de Marina Zanevska et Marie Benoît. On constate également qu'Elise glisse de la 3e à la 6e place, alors qu'en cas de bons résultats au Masters, elle aurait pu décrocher la première place mondiale. C'est peut-être que partie remise. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'Alexander Haug Martens dans ces vidéos. Il était d'ailleurs le numéro 1 de ce podium déjà au mois d'avril. Et c'est vrai que ses résultats sont en constante augmentation depuis le début de l'année. Vainqueur d'un premier J4 en février, puis d'un autre en avril, puis d'un J3 en août. Il a encore franchi un cap en ce mois d'octobre en remportant son tout premier J2. Parti pour une tournée en Asie, il a pris part à son tout premier grade A à Osaka, où il a perdu au 2e tour. La semaine suivante, au J2 de Nagoya, il a franchi un tour de plus, mais a de nouveau été battu par le même joueur, le Suisse Stricker, qui est tout de même 20e mondial. Il a enfin pris la route de Hong Kong pour disputer le J2 de Causeway Bay, où il s'est donc imposé avec la manière, puisqu'il a battu les têtes de série numéro 1 et 2 en demi et en finale. Ces 2 joueurs, classés respectivement 65e et 95e, sont les 2 premiers top 100 que Alexander parvient à battre, et ce n'est pas sans conséquence sur son propre classement, j'y reviens dans quelques instants. Cette victoire est le plus gros succès d'un de nos juniors ce mois-ci, mais ils ont été très nombreux à soulever des trophées en octobre. Il y en a eu pas moins de 8 en simple et 7 en double, ce qui est une moisson assez exceptionnelle. Exceptionnel, c'est aussi le cas du parcours de Juliette Bovy qui a réussi un sans faute lors de 2 J5 disputés à Mishref au Koweït. Lors de cette tournée à laquelle ont participé vraiment beaucoup de Belges, Juliette était vraiment très largement au-dessus du lot, puisqu'elle a remporté les 2 titres, tant en simple qu'en double, et n'a même pas perdu le moindre set en 15 rencontres. Il n'y a même eu que 4 sets sur les 30 donc, où son adversaire a réussi à lui prendre plus de 3 jeux. C'est clairement ce qu'on peut appeler une démonstration, et Juliette prouve qu'elle est prête à disputer maintenant des J3, des J2, voire plus, en cette fin d'année et surtout en 2020. L'autre gagnant belge de ces tournois koweïtiens est Martin Katz. Martin a connu un parcours en simple assez similaire à celui de Juliette, puisqu'il a remporté les 2 titres sans perdre une manche. En double, il a également frôlé la perfection, mais il s'est incliné au super tie-break de la finale lors de la première épreuve, avant de remporter la seconde. Lui aussi va pouvoir s'orienter vers les catégories supérieures l'an prochain. Parmi les autres vainqueurs du mois, il faut citer Noah Mer, qui a remporté son tout premier titre junior lors d'un J5 sur les bords du lac de Garde. Noah a alors traversé l'Italie du nord au sud pour disputer une nouvelle finale dans un J5 à Bari, un tournoi qu'il a remporté en double. Romain Faucon s'est quant à lui imposé lors du J4 de Nonthaburi. Ce n'est pas le premier titre de Romain, qui en avait déjà remporté 2 l'an dernier, mais ce titre fait vraiment du bien, après quelques mois de résultats un peu en dents de scie tout de même. 2 de nos joueuses ont préféré prendre la route de l'Amérique du Sud, et Amélie Van Imp en est revenue avec un titre lors d'un J4 à Florianopolis, un tournoi organisé par Guga Kuerten. La semaine précédente, à Itajaï, elle avait également atteint la finale en simple et s'était imposée en double. Sa partenaire lors de cette victoire n'était autre que Amelia Waligora, qui en simple s'est inclinée en demi et en quart, mais lors du premier tournoi, elle n'avait perdu qu'en 3-7 face à la future gagnante. En double, Amelia et Amélie se sont également hissées en demi-finale à Florianopolis, mais surtout au J2 de Montevideo. Je vous l'ai dit, les Belges ont été nombreux à faire le déplacement à Meshref, et Juliette Bovy et Martin Katz n'ont pas été les seuls à s'illustrer. Ainsi, Coralie De Bruyne fut la partenaire de Juliette lors de ses 2 victoires en double, et en simple, elle s'est plutôt bien débrouillée également, puisqu'elle a atteint une finale et un quart de finale. Astrid Schmitz a atteint une belle demi-finale lors de la première semaine,
où elle n'a d'ailleurs pas démérité du tout face à la première tête de série. Et la semaine suivante, elle s'arrêtait en quart face à Juliette. Chez les garçons, Guillaume Jacob a atteint une finale et en demi en simple, et à chaque fois, il ne s'est arrêté que face à Martin Katz, et c'est le même Martin qui l'empêchait de remporter le titre en double lors de la deuxième semaine. Martin qui dans ce tournoi faisait équipe avec Sacha Orlovski, et donc Sacha pour sa toute première tournée en U18 hors de Belgique, s'adjuge donc son premier titre en double. En simple, alors qu'il sortait des qualifications, il a tout de même atteint les demi-finales. Michael Debus est le dernier Belge titré en ce mois d'octobre. Il a en effet remporté 2 titres en double, c'était lors de J4 disputé à Almere aux Pays-Bas et à Virumaki en Finlande. Lors de la première semaine, il a également atteint les quarts de finale en simple. Enfin, on ne peut pas faire une page sur les juniors sans parler de Sofia Kostoulas. Sofia n'est pas sur notre podium ce mois-ci et c'est assez exceptionnel en soi, mais c'est vraiment dû à la qualité des performances des autres Belges car ses résultats ont été encore assez bons. Elle a disputé 2 J2 à Sancencho et elle a atteint une demi et un quart en simple, ainsi qu'une finale et une demi en double. De quoi la conforter très largement dans le top 100. Et en effet, vous le voyez, le top 100 féminin est marqué par les très belles progressions de Sofia bien sûr, mais également de Amélie Vanim, Pamilia Waligora, Juliette Bovy et toutes les autres joueuses qui étaient à Meshref. On voit notamment que pas mal de joueuses ont fait leur entrée dans le classement ce mois-ci. Chez les garçons, quelques entrées également, notamment de Joshua Neutz qui a disputé sa première demi-finale, c'était lors d'un J5 à Dakar. Belle progression également de Martin Katz, Noah Mer et Guillaume Jacob. Mais le fait le plus important, c'est l'entrée dans le top 100 de Alexander Hoog-Martens. Voilà, ceci conclut cette vidéo, nettement plus longue que les précédentes, je vous l'avais dit. En novembre, il n'y aura pas de carnet de notes spécifique, les résultats ne sont pas assez conséquents pour ça. Je ne ferai donc plus qu'une seule vidéo cette année, avec tous les résultats condensés d'ici à la fin de la saison. Ce sera donc quelques jours avant Noël probablement. Et vous y retrouverez donc les derniers résultats des circuits ITF, Futur, Wheelchair et chez les Espoirs. Je vous retrouve donc d'ici 6 à 7 semaines. Salut!